Bienvenue à tous ceux qui participent à cette conférence du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous examinerons le sujet numéro 32 de ce cours, intitulé « Le changement radical ». L'objectif de cette conférence est que nous apprenions comment réaliser un changement radical en nous-mêmes. Ce changement sera progressif mais permanent car il s'agira d'un changement fondamental. Souvent, nous souhaitons changer notre vie en apportant des changements externes. Cependant, nous constatons que nous n'y parvenons pas et que nous ne savons pas vraiment comment changer. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons réaliser ce changement et quel est l'outil qui va nous aider à y parvenir. Nous commencerons par analyser cette phrase, afin de commencer à comprendre la raison pour laquelle nous ne parvenons jamais à de réels changements en nous-mêmes. Tant qu'un homme persiste dans l'erreur de se croire unique, individuel, il est évident qu'un changement radical sera plus qu'impossible. Analysons cela en détail. Puisque nous sommes tellement identifiés au corps physique et à la personnalité que nous avons créée dans cette existence, nous faisons l'erreur de croire que nous sommes un individu, que nous sommes mais en réalité, nous sommes plusieurs personnes en même temps. Notre personnalité nous fait croire que nous avons une manière d'être unique et certaine. On se décrit en disant « je suis une bonne personne » ou « je suis une personne honnête » ou « je suis une personne timide » ou « je suis une personne extravertie », etc. Et donc, nous croyons que nous ne formons qu'un seul moi. Nous disons « je suis comme ça ». Mais il s'avère que « je suis comme ça », en réalité c'est notre premier obstacle à un véritable changement, car cela nous empêche de comprendre notre multiplicité intérieure. Nous ne réalisons pas qu'en nous sommes de nombreux individus, que nous portons en nous de nombreuses façons d'être, moi ou égaux, et que chacun de ces moi a sa propre façon de penser, de ressentir et d'agir. Lorsque nous sommes heureux, nous ne pensons, ne ressentons et n'agissons pas de la même manière que lorsque nous sommes tristes, ou lorsque nous sommes en colère, ou lorsque nous avons peur. Lorsque nous nous sentons amoureux, nous ne pensons, ne ressentons et n'agissons pas de la même manière que lorsque nous ressentons de la haine ou de la jalousie. Nous ne pensons pas, ne ressentons pas et n'agissons pas de la même manière lorsque nous sommes avec des personnes que nous voulons impressionner et lorsque nous sommes avec des personnes avec qui nous nous sentons en confiance. Nous voyons alors que, lorsque nous disons « je suis comme ça », nous ne faisons que nous identifier à l'un de nos multiples moi. En nous, nous portons toutes sortes de défauts psychologiques ou de manières d'être. Nous avons de nombreux bons défauts et de nombreux mauvais défauts. Par exemple, nous avons en nous le moi alcoolique, mais il se peut que pour une raison quelconque, que ce soit pour des raisons de personnalité ou de commodité, nous ne buvons pas d'alcool. Et puis nous pourrions croire que nous n'avons pas le défaut alcoolique, alors qu'en réalité nous l'avons, mais il est refoulé, et il se manifeste à partir de son autre polarité, qui est le moi abstinent. Mais ce moi abstinent n'a aucune véritable compréhension ou sagesse de l'alcoolisme, ce n'est donc pas une vertu. L'abstinent critique et juge généralement, et éprouve même du rejet, de la répulsion ou de la haine envers l'alcoolique. Et cela parce que, n'ayant pas observé ni travaillé intérieurement le défaut alcoolique, il le refoule seulement intérieurement. Alors, il n'y a pas de véritable compréhension, il n'y a pas de vertu. Il n'est que dans le pôle passif du défaut. Et c'est ainsi que nous avons en nous une multitude de défauts psychologiques, qui évoluent dans cette dualité appelée bien et mal. Et tous ont piégé une partie de notre conscience. Seulement lorsque nous éliminons de nous toutes ces manières d'être, nos moi lubriques, colériques, querelleurs, bavards, paresseux, avides, envieux, fiers, etc. Tant dans son pôle actif que dans son pôle passif, et nous sauvons toute la conscience piégée, alors nous ne serons que conscience. Alors nous serons vraiment un. Le travail intérieur commence par une auto-observation rigoureuse puisque l'auto-observation est le point de départ de la connaissance de soi. Si nous ne nous observons pas, nous ne pourrons jamais découvrir notre réalité intérieure, qui nous sommes vraiment. Si nous ne nous observons jamais véritablement, nous ne prendrons pas conscience de la nécessité de changer profondément et radicalement. Ainsi, nous voyons que le point initial du changement radical reste caché aussi longtemps que l'homme continue à se croire un. Et la seule façon de prendre conscience que nous ne sommes pas un, mais plusieurs, est de procéder à une auto-observation sévère, sans évasion d'aucune sorte. Si nous nous observons, en prêtant attention à ce que nous ressentons, pensons et faisons au cours d'une journée de notre vie, nous nous rendrons compte qu'en peu de temps,
nous changeons plusieurs fois notre façon d'être, de ressentir, d'agir et de parler. Notre corps n'est qu'un véhicule dans lequel différents défauts entrent et sortent, utilisant cette machine humaine. En ce moment, nous ne sommes que les marionnettes de nos défauts psychologiques. Ceux-ci se battent pour prendre le contrôle de la machine, créant en nous le chaos, puisque chaque ego veille à son propre intérêt. La colère ne cherche qu'à nuire, à maltraiter autrui, voire à perdre le corps physique si nécessaire, pour satisfaire son besoin de violence. La luxure ne recherche que la satisfaction sexuelle, le plaisir, l'adultère, etc. La cupidité ne cherche qu'à accumuler et à gaspiller pour satisfaire ses désirs. La tristesse ne veut que souffrir et se plaindre. Ainsi, chacun de nos défauts psychologiques veille à son intérêt, à la satisfaction de son désir égoïste. Et si nous ne prenons pas conscience de cette multiplicité interne, nous ne pourrons pas changer. Un changement radical commence lorsque nous commençons à nous observer à chaque instant. Lorsque nous sommes dans un état d'auto-observation, nous sommes à tous moments attentifs à ce qui se passe dans nos centres énergétiques, en particulier dans nos 5 centres inférieurs, qui sont ceux qui sont déchus et déséquilibrés, moteur, mental, émotionnel, instinctif et sexuel. Et c'est très important, car si nous n'observons pas la manifestation de nos défauts psychologiques, nous ne pourrons pas les éliminer, car il ne sera en aucun cas possible d'éliminer les erreurs inconnues. Il est donc urgent d'observer au préalable ce que nous souhaitons séparer de notre psyché. Si nous nous observons dans n'importe quelle situation, par exemple lorsque nous regardons des choses sur les réseaux sociaux et que tout à coup, nous voyons quelque chose de nature sexuelle. Si à ce moment-là nous sommes attentifs à nous observer, nous pouvons découvrir comment notre centre sexuel est entré en activité, à mesure que certains mois d'excitation sexuelle ont envahi le centre sexuel. Dans d'autres circonstances, nous pourrions observer une certaine anxiété dans notre centre instinctif, et lorsque nous observons attentivement, nous découvrons que c'est la manifestation d'un défaut psychologique en nous qui veut fumer. Ou bien, s'il s'agit d'une situation d'adultère, nous voyons que l'anxiété a été générée par le jeu qui veut d'infidèle au partenaire. Ou, d'un autre côté, nous pouvons découvrir que c'est un mois de peur, ou d'incertitude face à quelque chose qui va arriver, qui génère cet état d'anxiété. Dans notre centre émotionnel, nous pouvons découvrir toutes sortes d'émotions. Par exemple, si nous sommes avec quelqu'un que nous aimons, nous pouvons observer une grande activité de nos défauts sentimentaux et lubriques, dépensant maladroitement notre énergie. Dans d'autres cas, dans le centre émotionnel, nous pourrions observer des défauts de ressentiment ou de tristesse. Au niveau de notre centre intellectuel, nous pourrions observer comment à un moment donné, notre esprit est agressé par le défaut d'inquiétude, nous faisant avoir toutes sortes de pensées négatives. Nous pouvons observer au niveau de notre centre moteur, comment certains défauts psychologiques utilisent notre énergie motrice à travers les mots pour insulter autrui. D'autres défauts utilisent notre vue pour regarder les gens avec convoitise. Ce ne sont là que quelques petits exemples de ce que nous pourrions découvrir en nous-mêmes si nous pratiquons l'auto-observation. Si nous voulons vraiment changer, nous devons être disposés à tout moment à découvrir, observer et éliminer tous ces défauts psychologiques qui existent en nous. Par exemple, nous sommes confrontés à la situation où nous devons faire la queue pour être servis à la banque. Si à ce moment-là nous nous observons, nous pouvons découvrir de nombreux défauts psychologiques qui commencent à se manifester en nous. Nous pourrions ainsi découvrir notre paresse, notre impatience, notre intolérance, etc. Dans cette situation, émotionnellement, nous ressentons immédiatement du dégoût, une émotion de mécontentement de devoir attendre. Dans la partie mentale, nous observons comment les défauts de plainte et de critique commencent immédiatement à se manifester. Dans notre centre instinctif, nous pouvons observer comment l'anxiété et l'impatience entrent. Dans notre centre moteur, nous pouvons observer ces défauts de paresse qui cherchent à nous faire appuyer sur quelque chose, ou que nous changeons de pied, ou que nous commençons à dépenser de l'énergie motrice avec un tic nerveux d'impatience comme se ronger les ongles ou bouger les pieds de manière compulsive. Même au niveau sexuel, nous pourrions découvrir une tension, puisque ces tics nerveux qui nous amènent à faire des mouvements compulsifs et répétitifs font partie de notre défaut de masturbation, qui avec ce stimulus répétitif génère du plaisir pour nous calmer. Nous pouvons observer et éliminer tout cela en un instant, dans une situation simple et quotidienne comme celle-ci. De même, de nombreux défauts psychologiques se manifestent en nous face aux différents événements qui surviennent dans notre vie quotidienne. Ainsi, nous découvrons également que nos « moi »
ne sont pas un mais sont composés de multiples détails. Nous devons savoir que le changement intérieur et radical ne va pas se produire de manière magique, mais plutôt observer en nous-mêmes l'expression de chaque détail du défaut et les éliminer avec l'aide de notre mère divine particulière. Bien souvent, nous cherchons à opérer des changements externes, croyant que ceux-ci généreront des changements en nous. Nous pensons qu'en changeant de partenaire, de travail, de pays ou de religion, nous changerons intérieurement. Cependant, partout où nous allons, nous emporterons avec nous tous ces défauts psychologiques qui sont ceux qui créent notre réalité, et c'est pour cela que nous finissons par attirer les mêmes circonstances, le même type de personnes. Et que nous finissons par commettre les mêmes erreurs encore et toujours. D'autres fois, nous avons tendance à rechercher un changement intérieur à travers des livres d'aide personnelle, des livres de spiritualité ou des codes moraux ou éthiques. Nous cherchons à changer intérieurement en suivant des maîtres spirituels, en suivant des cours, en assistant à des services religieux, ou même à ces conférences. Mais nous ne réalisons pas que rien de tout cela ne va nous changer, puisque ce type de travail n'est pas externe mais interne. Et ceux qui pensent que n'importe quel manuel de civilité, ou système éthique externe et superficiel, peuvent les conduire au succès, se trompent en réalité totalement. Nous voulons que quelqu'un nous dise quoi faire, afin que nous puissions essayer de le faire, puis sentir que nous sommes bons, et ainsi nous épargner la peine d'avoir à faire face à notre propre perversité intérieure. Ce que nous faisons avec cela, c'est nous consacrer à réprimer nos défauts pour nous intégrer dans un système de moralité. Mais comme tous ces défauts sont encore vivants en nous, nous finissons par retomber dans les mêmes erreurs. Le fait que le travail intime commence par une attention centrée sur l'auto-observation complète est une raison plus que suffisante pour démontrer que cela nécessite un effort personnel très particulier de la part de chacun de nous. Aucune autre personne ne pourrait faire ce travail à notre place. Personne ne peut nous sauver de nous-mêmes. Personne ne peut éliminer nos défauts psychologiques sauf nous. Ce n'est que lorsque nous décidons de mettre en pratique l'auto-observation et la mort psychologique que nous parvenons à vérifier en nous-mêmes des changements réels et radicaux, qui conduiront à une transformation de nos vies. Une autre chose que nous devons garder à l'esprit est que, simplement en acceptant l'idée que nous sommes nombreux, parce que ce concept résonne en nous, parce que nous pensons qu'il est vrai que nous avons de nombreuses manières d'être différentes, ou parce que cela nous semble logique. Mais sans comprendre la nécessité de commencer à observer directement cette multiplicité interne d'erreurs, et sans nous encourager à étudier tous nos défauts psychologiques pour les comprendre et les éliminer, nous n'obtiendrons aucun changement réel. Nous allons tout simplement nous leurrer. Aucun changement n'est possible dans notre psyché sans l'observation directe de tout cet ensemble de facteurs subjectifs que nous portons en nous. Ce n'est que grâce à un effort rigoureux d'auto-observation judicieuse, sans échappatoire d'aucune sorte, que nous pouvons véritablement vérifier que nous ne sommes pas un, mais plusieurs. Lorsque nous commençons à nous observer à chaque instant, avec la véritable intention de changer et d'éliminer chaque expression de l'ego que nous découvrons dans chacun de nos centres, nous pouvons vraiment commencer à créer des changements radicaux en nous-mêmes. L'important est que l'on comprenne qu'accepter la pluralité de l'ego et le percevoir par une observation rigoureuse sont deux choses très différentes. Et ce qui est vraiment important, c'est que nous décidions de commencer sérieusement à nous observer, afin de pouvoir vérifier par nous-mêmes ce que nous expliquons ici. Si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous perdrons cette opportunité de réaliser une transformation radicale que notre être réel nous offre, en nous motivant à recevoir ces enseignements. Si, au contraire, nous acceptons d'avoir de nombreux défauts, mais que nous retardons le changement jusqu'à ce que nous ayons une meilleure disposition, une meilleure situation économique ou sentimentale, etc., nous n'obtiendrons jamais un changement radical. Éviter le travail d'observation intime, chercher à s'évader, est un signe indubitable de dégénérescence. Car tant qu'une personne entretient l'illusion qu'elle est toujours la même personne, elle ne peut pas changer, et il est évident que le but de ce travail est précisément de parvenir à un changement progressif dans notre vie intérieure. Si ce que nous faisons avec cette information est de commencer à utiliser l'ego comme excuse pour nos mauvaises actions, par exemple, nous commençons à nous excuser en disant « Oui, je fais cela, mais c'est parce que j'ai ce très fort défaut. » Ou nous disons « Oui, je dois méditer sur ce défaut. » Mais on ne le fait jamais, c'est le signe d'être très attaché au défaut et de ne pas vouloir changer. Nous nous trompons que si nous croyons que nous changeons simplement en reconnaissant nos défauts. Si nous voulons changer, nous devons commencer ici et maintenant.
Nous devons commencer à nous observer à partir de ce moment même et décider que chaque détail de ce défaut que nous découvrons s'exprimant à travers nos centres, nous allons l'observer, nous allons le juger et nous allons l'éliminer. Nous devons cesser de nous contenter de nos défauts psychologiques, cesser d'être permissifs avec eux et cesser de laisser nos défauts prendre le contrôle de notre corps. Si ce dont nous parlons aujourd'hui ne reste qu'une théorie, cela ne sert à rien. Cela ne nous aidera que si nous l'appliquons et si nous le vérifions par nous-mêmes. Percevoir, expérimenter et comprendre sont la chose fondamentale. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de travailler consciemment à un changement radical. Nous mettrons vraiment en percevoir cette réalité lorsque, grâce à l'auto-observation, nous parviendrons à découvrir que nous avons tel ou tel défaut psychologique. Par exemple, grâce à l'auto-observation, nous sommes capables de percevoir que nous avons le défaut de la luxure, et que c'est ce qui nous empêche d'arrêter de gaspiller notre énergie sexuelle. Et nous commencerons à ressentir les changements lorsque nous nous consacrerons à observer chacun des détails qui composent ce défaut et à les éliminer. Dans le cas du défaut de luxure, nous éliminons les sensations instinctives qui nous précipitent à la perte d'énergie. Nous éliminons les émotions de plaisir et les émotions de mécontentement qui nous amènent à perdre de l'énergie. Nous éliminons la sentimentalité, les concepts mentaux, l'imagination mécanique avec laquelle notre esprit projette des images lubriques. Nous éliminons les désirs lubriques et le vice d'expulsion de l'énergie sexuelle par la masturbation ou la pratique sexuelle en couple. Nous éliminons l'anxiété, les actions mécaniques, etc. Et à mesure que nous observons et éliminons toute cette multiplicité de détails qui constituent notre défaut de luxure, en demandant à notre divine mère l'élimination de chacun d'eux, nous expérimentons la libération et la compréhension vient. Dans ce cas, la compréhension de la valeur de notre énergie sexuelle et du pouvoir qu'est la chasteté. À mesure que nous prenons conscience de notre multiplicité intérieure et que nous commençons à expérimenter le changement qui se produit en nous à travers la compréhension et l'élimination de chacune de nos manières d'être négatives, notre conscience s'éveille et nous commencerons à nous connaître. Cette expérience est ce saveur travail dont nous avons parlé lors de la conférence sur la méditation. Chaque jour, chaque circonstance est une opportunité de travailler sur nous-mêmes, de nous améliorer. Comment réaliser que nous comprenons déjà l'un de nos défauts psychologiques? Quand cela ne nous affecte plus. Quand on ne réagit plus comme avant. Quand cela ne nous dérange plus et que nous n'en souffrons plus. Là, nous ne serons plus esclaves de ce défaut. Et plus important encore, nous savons que nous comprenons déjà le défaut lorsque nous voyons les autres sous l'influence de ce défaut et nous ne les critiquons plus, nous ne les jugeons pas, car nous avons déjà sauvé la sagesse, la lumière, la conscience que le défaut avait piégé. Ainsi, petit à petit et au fur et à mesure que nous avancerons dans ce travail, nous parviendrons à un changement vraiment radical en nous-mêmes. Ainsi, nous voyons qu'affirmer est une chose et comprendre en est une autre. N'importe qui peut parler longuement de mort psychologique, de libération et d'illumination, sans jamais avoir vécu, par l'auto-observation et la mort psychologique, une véritable transformation en lui-même. Ce ne serait alors que des propos insignifiants, vains et ambigus. Il n'est pas utile pour nous de nous en tenir uniquement aux connaissances que nous recevons dans cette conférence et d'affirmer qu'elles sont réelles, mais nous devons parvenir à les comprendre. Connaître et comprendre sont différents. Savoir vient de l'esprit, tandis que comprendre vient du cœur. La mort de nos défauts n'est pas quelque chose que nous devons connaître uniquement avec l'esprit mais quelque chose que nous devons comprendre avec le cœur. La connaissance est basée sur des théories et des concepts. Par exemple, nous connaissons la méthode de la mort psychologique, ou de la naissance spirituelle, ou de la méditation, ou de la projection astrale. Nous faisons des recherches, nous lisons des livres à ce sujet, nous parlons de ces sujets. Mais toutes ces informations sont inutiles si elles restent uniquement dans l'esprit. La compréhension est différente, elle s'obtient avec la pratique, avec une vérification directe de ce qui est vécu. Quand nous l'avons déjà mis en pratique et que nous parvenons à voir son résultat, nous parvenons à obtenir la sagesse, alors une compréhension vient à notre cœur. Tout changement doit se faire par un processus de compréhension. Si nous modifions notre manière d'agir, nos habitudes et nos coutumes, mais sans comprendre, sans travailler et éliminer les défauts psychologiques attachés à ces manières d'être, nous finirons par revenir à ces vieilles habitudes. Par conséquent, si nous voulons opérer des changements radicaux, nous devons toujours les faire en nous basant sur la compréhension de la raison pour laquelle nous devons changer,
ainsi que sur l'observation directe et l'élimination des détails qui composent cette manière d'être négative. Sinon, nous finirons par être frustrés. Or, il y a certains défauts qu'il faut prioriser, et qu'il faut chercher à comprendre dès le début du travail, pour être radical avec eux. Car ces défauts empêchent de progresser dans l'élimination des autres défauts, car ils endommagent directement notre énergie créatrice sexuelle. Par conséquent, ces défauts inversent le pouvoir créateur de notre énergie sexuelle, nous amenant à l'expulser, et avec cela, nous amenant à revivre les défauts psychologiques que nous avons éliminés, et à créer de plus en plus de défauts. En tombant dans ces 3 défauts, le travail accompli dans la mort psychologique est perdu, et il nous devient impossible d'atteindre la chasteté. Ce sont la fornication, la consommation d'alcool et la consommation de drogue. La fornication est la perte d'énergie sexuelle par l'éjaculation et l'orgasme, par la pratique sexuelle avec un partenaire, ou par la masturbation, ou par les émissions nocturnes. En déversant notre énergie sexuelle, les défauts sont ravivés et d'autres sont créés, puisque la fornication est la manière par laquelle nous avons créé tous les défauts que nous portons en nous. Il faut donc dès le début être radical avec tout ce qui nous conduit à la fornication, pornographie, masturbation, adultère, etc. De plus, il faut être radical avec les drogues et l'alcool. Des substances comme la cocaïne, l'héroïne, le crack, etc., ainsi que des drogues mystiques comme l'ayahuasca, le peyote, les champignons hallucinogènes, la marijuana, etc., ainsi que l'alcool, ravivent les défauts morts. Parce qu'ils modifient fondamentalement l'énergie sexuelle, tout comme nous l'avons étudié dans la 14e leçon. Si nous voulons réellement faire ce travail d'éveil de notre conscience, il faut être radical dès le début avec ces 3 défauts. Lorsqu'une personne commence à s'observer attentivement, sous l'angle qu'il n'est pas un, mais plusieurs, il a évidemment commencé un travail sérieux sur sa nature intérieure. Pour réaliser de véritables changements en nous-mêmes, nous devons apprendre à être radicaux. Pour que le nouveau naisse, il faut que l'ancien meure. Et c'est la conférence d'aujourd'hui, j'espère qu'elle sera très utile pour votre travail intérieur. Merci beaucoup à tous ceux qui participent à ces conférences. Je vous souhaite beaucoup de force dans votre travail intérieur et beaucoup de réussite dans votre éveil. Je vous invite à la prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons de 2 lois très intéressantes et importantes, la loi des octaves et la loi de l'entropie. Nous verrons comment fonctionnent ces 2 lois de la force, comment utiliser la loi des octaves musicales pour monter dans le travail intérieur et comment combattre l'entropie pour empêcher la descente sur le chemin de la réalisation du soi. Merci beaucoup à tous, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Jusqu'à la prochaine fois.